Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le go-to-market, la botte secrète d'Atomico. Thibaut Serol, partner chez Atomico. Ce qui est important au départ, au même titre que je disais sur les risk-takers clients, ce qui est important, c'est de trouver des personnes dans tes équipes qui sont un peu aussi des risk-takers, donc c'est pas tout forcément les mêmes profils. Et au départ, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui vont être capables de trouver justement la pain, le problème chez les clients, être capables de l'articuler, et puis après qui vont être capables de créer des champions. Donc les champions, c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'influence et qui vont être capables dans les comptes clients et qui vont te permettre de progresser sur les opportunités. Vous vous doutez bien qu'avec un titre pareil, nous n'allons pas rentrer dans des sujets purement financiers, mais plutôt sur des sujets d'acquisition, de développement et de rétention. Thibaut revient en détail sur son expérience de déploiement de la scale-up américaine Snowflake en Europe et nous permet de comprendre à quel point la stratégie de go-to-market est un élément critique pour réussir sa croissance. Vous verrez ce que Thibaut est en train de déployer au sein d'Atomico, ce qu'il apporte concrètement aux sociétés du portefeuille de cet investisseur iconique en VC. Nous parlons de qualification des leads, de structuration et recrutement des équipes sales, un univers peu connu et pourtant ô combien important. Nous étudions ensemble l'importance de la marque, du bon timing, du mix prix-produit, ainsi que de l'efficacité opérationnelle pour maximiser le potentiel de revenus et permettre de rapidement et sainement se développer. C'est un condensé de bons conseils et de retours terrain à écouter à plusieurs reprises. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Salut Thibaut. Salut Solène, ça va ? Ouais, merci. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je t'en prie. Alors, on n'est pas là pour parler de Snowflake. On est là plutôt pour parler d'Atomico. Tu vas quand même revenir sur ce que tu as fait avant de rejoindre Atomico. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à l'audience ? Oui, écoute, merci déjà de me recevoir dans ton podcast. Donc, je m'appelle Thibaut Serol. Donc, je suis actuellement partner chez Atomico sur toute la partie go-to-market et sales. Je viens pas d'un background venture capitaliste, c'est nouveau pour moi, mais j'ai 22 ans d'expérience dans la vente de software et spécialisé aussi sur l'IT. Donc mon cœur de métier, c'est la vente. Donc j'ai fait ça toute ma vie et globalement, j'étais le fondateur pour l'Europe de Snowflake. C'est moi qui ai démarré toutes les activités. On pourra y revenir si tu souhaites. Et je suis parti à peu près 9 mois après que la société soit publique. Et en gros, ce qui m'anime le plus, c'est d'aider les startups, les fondateurs à croître. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai rejoint Atomico en tant que partenaire pour les aider sur cette practice go-to-market et sales. Top. Alors, on va parler beaucoup de go-to-market sales, qui est ta spécialité, comme tu le disais. Alors, peut-être au travers de ton expérience chez Snowflake ou auparavant, comment tu définirais une stratégie de go-to-market efficace pour une startup d'une part et une scale-up d'autre part ? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Donc, déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir par rapport à la maturité. Donc, quand tu es une startup, au début, ce qui est important, c'est déjà d'être capable de trouver quel est le problème que tu vas résoudre avec ta solution. Si tu as des solutions nice to have, aujourd'hui, toutes les discussions que tu peux avoir avec des startups, s'ils n'ont pas une résolution d'un problème, c'est tout de facto beaucoup plus difficile. Donc déjà, c'est d'être capable de bien identifier un problème que des sociétés peuvent avoir et qu'on est capable de résoudre. Après, c'est de commencer à tester quand tu es une startup pour voir quels sont les cas d'usage qui peuvent être réplicables. C'est-à-dire qu'on va tester. C'est OK au début de ne pas avoir un modèle de prix qui soit forcément définitif, puisqu'en fait, tu peux le tester. Mais ce qui est important au départ, c'est de trouver des clients. Souvent, j'utilise le terme risk-taker, donc qui sont capables de prendre le risque, qui sont un peu des acteurs du changement, surtout quand on a des solutions qui sont disruptives et qui vont justement aider et qui vont vouloir implémenter des nouvelles solutions pour résoudre des problèmes. Donc ça, c'est le focus au départ, c'est vraiment d'identifier qui sera un potentiel acheteur sur la partie start-up. Après, sur la partie scale-up, on a déjà éprouvé un modèle de vente. On a déjà des clients. On a des clients qui sont contents, satisfaits. On a prouvé que ça fonctionne bien. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un focus sur l'industrialisation. Donc c'est focus sur les clients qu'on va adresser, pas se disperser. On pourra y revenir si tu le souhaites.
Et après, commencer à générer du pipeline, donc à la fois les équipes de vente et les équipes marketing. Donc, tu peux avoir une stratégie inbound ou une stratégie outbound, mais dans les cas, surtout en ce moment, on le voit sur la partie scale-up, souvent il y a des sociétés qui sont sur du product-led growth et qui évoluent après maintenant sur de l'outbound parce que quand ils croient, ils ont besoin d'avoir plus de présence sur la partie go-to-market. Donc sur la partie scale-up, c'est plus une phase d'industrialisation. Donc comment tu vas générer du pipe de manière consistante, comment tu vas avoir de nouveaux clients de manière régulière et puis comment tu vas forecaster ton business, c'est-à-dire être beaucoup plus j'utilise des anglicismes, je suis désolé, beaucoup plus accurate sur la manière dont tu vas faire ton forecast et la manière dont tu vas qualifier les opportunités. Sur les phases de scale-up, ce qui est important aussi, c'est de qualify out, donc de disqualifier certaines opportunités, parce que ce qui est très important au départ, c'est de se focuser. Et on peut avoir tendance à se disperser. Et donc ça, c'est... Donc sur les cas d'usage de ta solution, de ton soft, et répliquer en fait sur ce cas d'usage là, c'est ça? Répliquer sur ce cas d'usage, si tu veux, souvent ce que je dis aux startups que je rencontre, et c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même, on a tendance, quand on a une nouvelle solution, on a tendance à être très fier de cette solution, et puis on a tendance à vouloir révolutionner le marché, ce qui est extraordinaire. Mais ce qu'il faut, c'est aussi penser qu'on est là pour avoir des cas d'usage qui sont applicables pour les clients et avoir vraiment une stratégie où tu vas te focuser sur cette partie-là et pas essayer d'être évangéliste. Parce que souvent, en fait, on peut avoir ce problème, et moi je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, où en fait tu peux être reçu au rendez-vous, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des follow-up qui seront intéressants pour toi, et donc tu passes ton temps finalement à rencontrer des clients et qui vont pas forcément amener sur des ventes après. Donc tout ça sur cette phase de scale-up, c'est très important d'avoir un focus, d'être capable de qualifier ces opportunités pour savoir vraiment celles qui sont des potentiels clients. Et comment tu qualifies? Est-ce que tu mets en place des KPIs? Quels sont les facteurs que tu as en tête pour qualifier ou disqualifier un deal flow? Ouais, déjà ce qui est important au départ, au même titre que je disais sur les risk-takers clients, ce qui est important, c'est de trouver des personnes dans tes équipes qui sont un peu aussi des risk-takers, donc c'est pas tout forcément les mêmes profils. Et au départ, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui vont être capables de trouver justement la pain, le problème chez les clients, être capables de l'articuler, et puis après qui vont être capables de créer des champions. Donc les champions, c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'influence et qui vont être capables dans les comptes clients et qui vont te permettre de progresser sur les opportunités. De cross-selling au sein de tes clients, des champions, des champions au sein de tes équipes ou des champions au sein des clients? Des champions au sein des clients. Des champions au sein des clients, c'est-à-dire que c'est en gros et ça j'ai eu des discussions avec des dizaines de startups là-dessus, c'est en gros des personnes qui vont vendre ta solution quand tu n'es pas là. Et ça c'est ce qui est le plus important au départ. Quoi. Donc c'est-à-dire que toi t'es pas forcément sur le fil tout le temps à discuter avec les clients. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir un problème que tu vas résoudre, l'articuler, qu'ils comprennent bien que tu es capable de résoudre ce problème avec cette solution, et d'avoir en interne quelqu'un qui est un acteur du changement, qui va vouloir ta solution pour résoudre ce problème. Et ça, c'est ce qui est très important au départ, c'est d'être capable de focuser là-dessus. En termes de KPI, quand tu es sur des phases de start-up, il est important de ne pas forcément tout de suite mettre en place trop de KPI. C'est un peu comme, je donnais l'analogie de quand tu apprends à skier, si on te dit les 50 choses à faire que tu n'as jamais skié de ta vie, c'est compliqué. Et si tu te gardes juste de dire il faut que mon tibia touche ma chaussure et que je vois mes gants, globalement déjà, tu as quand même des bonnes bases pour pouvoir démarrer. Mais en fait, c'est pareil dans la vente. Si tu donnes trop d'indicateurs de performance au départ à tes équipes, elles sont perdues. Donc en fait, au départ, ce qui est très important, c'est des phases de awareness, donc de reconnaissance de ta marque ou de ta solution. Et donc typiquement, c'est de dire on va focuser les indicateurs de performance sur les nouveaux meetings clients, par exemple, ou les nouveaux comptes qu'on a signés. Parce qu'en fait, au départ, quand tu démarres, tu as besoin de travailler sur cette awareness, d'avoir des références, d'avoir des success stories. Et donc, au départ, vraiment un conseil, c'est de focuser sur cette partie-là. Tout le monde, au début, est là pour parler de la reconnaissance. C'est-à-dire que l'attention des sales soit tournée vers le client à cette étape-là, spécifiquement, dans le funnel. Oui, au départ, c'est vraiment avoir des références. Donc, tu as besoin d'avoir des références. Et tu vois, par exemple, on est en France, là, et en France, c'est très difficile de croître sur le marché français si tu n'as pas des
grande référence. Donc c'est vraiment un marché c'est moins le cas de certains marchés, mais ici il faut un grand nom pour pouvoir croître de manière significative. Donc au départ, c'est vraiment focusé sur cette partie référence. Et après, quand tu es sur des phases de scale-up, tu peux mettre en place des indicateurs de performance qui sont beaucoup plus détaillés sur la taille des deals, sur le temps que tu mets à éventuellement closer un deal entre le démarrage de ta campagne de vente jusqu'à la clôture. Ouais. Ça peut être aussi sur les types de verticaux. Donc après tu as différents indicateurs que tu peux gérer, mais au départ, c'est bien de le faire sur l'activité New Business. Alors dans la constitution des équipes, parce que le plus important quand tu as cette stratégie go-to-market, donc tu disais, il y a le côté marketing et sales. Comment on fait évoluer une équipe de sales qui va être très focus sur le pain au départ pour identifier les premiers cas d'usage et donc hooker les premiers clients, jusqu'à cette phase de scaling où tu vas être dans la répétition de nouveaux cas d'usage à plus grande échelle, pour aller chercher des clients peut-être aussi plus grands. Comment tu structures aussi ton équipe sales pour répondre à ces besoins différents, finalement, suivant la phase de la boîte? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Alors déjà, il y a une évolution un peu sur la manière dont on vend aujourd'hui. Avant, c'était très ségrégué quand tu avais des sociétés qui vendaient des licences. Maintenant, avec l'essor du cloud et du SaaS, la vente a un peu changé. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Auparavant, c'est vrai que tu avais besoin d'avoir des chasseurs et puis après, tu avais éventuellement des account managers. Aujourd'hui, le SaaS fait que tu vends un service. Tu vas vendre un service qui va être éventuellement consommé et l'année d'après, ce service, il doit être renouvelé. C'est-à-dire que si tu renouvelles pas, c'est ce qu'on appelle du churn. Avant, tu vendais des licences, les licences étaient achetées, ça rentrait dans le chiffre de l'entreprise. Aujourd'hui, tu vends un service, si le service n'est pas renouvelé, donc à ce moment-là, tu as une perte de revenus, c'est du churn et donc ça impacte nécessairement la société parce qu'il faut qu'elle back-up avec de l'autre revenu. Et avant, tu avais aussi pas mal d'équipes qui étaient sur du client success, qui étaient en charge du compte a posteriori. Et en fait, on voit quand même une évolution maintenant de plus en plus d'avoir des account managers, donc ils vont faire la vente initiale, mais ils sont responsables aussi de vendre au bon montant pour être sûr que les gens vont utiliser ce service. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Si tu veux, auparavant, moi je viens d'un monde où au départ, on vendait des licences et en fait, s'ils n'utilisaient pas les licences, ils avaient quand même acheté. Il y avait une maintenance qui était à payer. Bon, la maintenance changeait un peu, mais globalement, c'était comme ça que ça... C'était le club de sport, quoi. C'était un peu ça. Et donc, ça a forcément énormément changé avec l'essor du SaaS, qui fait que maintenant, on doit délivrer le service. Si on ne le délivre pas, les clients arrêtent. Donc, ce qui est beaucoup plus sain d'un point de vue client, mais ça donne beaucoup plus de responsabilité aux équipes commerciales. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de faire évoluer son équipe de chasseurs qui, après, deviendra en fait une équipe vraiment d'account manager et qui va gérer à la fois la chasse et qui va gérer aussi le renouvellement. Et en fait, il sera responsable de renouveler ce qu'il a vendu. Donc, en fait, ça donne beaucoup de responsabilité et d'accomptabilité, mais du coup, c'est très sain. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir aussi des business models qui sont très prédictibles. Ouais. Et en termes d'incentive, justement, cette modification dans les équipes sales, est-ce qu'elle a changé aussi ? Ouais, complètement. Écoute, oui, tu vois, typiquement, quand on a démarré sur Snowflake, les équipes étaient incentivées juste sur le new business, donc en fait le business incrémental. Donc eux, au départ, on a recruté des très bons sales, typiquement, qu'on un peu survendu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Vu qu'ils n'étaient pas en charge du renouvellement, la taille des contrats réduisait. Alors vu que c'était une société qui est en très, très forte croissance, ça n'a pas forcément impacté. Ouais. Mais on a changé ça très rapidement en disant... donc maintenant, vous allez avoir une partie de ta rémunération qui sera sur du nouveau client et une partie de ta rémunération qui sera sur les clients existants que tu dois renouveler. Et en fait, ça, c'est très sain parce que du coup, ça permet d'avoir tes commerciaux qui sont objectivés parce que les commerciaux, ils sont quand même très sur la commission, l'objectif, et ils vont suivre ce qu'il leur est donné. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a une phase quand même d'éducation pour ça, mais ça devient très sain. Il y a de plus en plus de startups qui adoptent ce modèle. Top. Alors, tu parlais donc volet sales. On s'intéresse maintenant à la marque. À quel point penses-tu que la marque et la notoriété d'une startup est critique dans cette stratégie de go-to-market ? Écoute, ça, la marque est très importante. Dans la stratégie go-to-market, ce qui est important quand tu as une stratégie de marque, c'est aussi d'être capable de délivrer ce que tu dis que tu vas faire. Donc, je vais t'expliquer après sur plusieurs choses. Le problème, c'est qu'il y a énormément de fondateurs qui sont absolument fabuleux, que j'ai la chance de rencontrer et qui sont des gens qui prennent énormément de risques dans leur carrière et que j'admire énormément. Mais parfois, ils ont une idée qui est un peu trop en avance.
Et en fait, le problème que tu as, c'est que les clients, ils sont pas autant en avance que sont les fondateurs de start-up. Donc ce qui est important, c'est tu peux avoir une vision long terme, mais au début, quand tu démarres, il faut que tu aies quelque chose que tu peux relate to. C'est-à-dire qu'en gros, que tu aies quelque chose qui résonne dans la tête des clients. Et ça, c'est très important parce que ça évite... Que tu les aides à se projeter, c'est ça que tu veux dire. Tu les aides à se projeter, c'est que tu peux avoir une vision très long terme, mais il faut que le concept que tu vas expliquer, ce soit un concept qui soit facilement explicable. Et tu vois, très rapidement, je te donne un exemple de Snowflake, mais maintenant c'est considéré comme une plateforme de data cloud. Mais le data cloud en 2015, personne ne savait ce que c'était parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était le cloud. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est dit non, on n'invente pas quelque chose, on va juste le faire mieux. Et après, on a cette vision long terme, mais on va essayer d'avoir un référent pour les clients. Et un référent, c'est de dire on a un entrepôt de données, ça existe depuis les années 70, partout. Et sauf qu'avant, il était on-premise et maintenant, on le fait dans le cloud. Et on a fait ça au départ avec cette vision long terme qu'on avait sur le data cloud. Mais au moins, parce que souvent, ce que tu as, et je discute avec énormément de startups là-dessus, c'est une comparaison Apple to Apple. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire c'est quoi par rapport à ce que j'avais auparavant. Donc il faut que tu aies ça. Le seul truc qu'on a mis en place et qui avait pas mal résonné, c'était de dire nous, c'est pas une comparaison Apple to Apple, mais c'est une comparaison Apple to Apple Pie. Donc en fait, alors c'est beaucoup moins sympa en français, mais je me suis rendu compte de ça. Parce que, tarte aux pommes. Pomme à tarte aux pommes, c'est vachement moins sympa. Mais globalement, ça a quand même pas mal résonné. Ça venait du patron des ventes, de l'avant-vente Monde qui a eu ce concept. Et en fait, c'est vrai que ça résonne pas mal sur beaucoup de startups. Et du coup, là, tu peux expliquer que tu vas bien au-delà que la simple chose. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est qu'il y a des startups qui font quelque chose mieux que d'autres et qui ont une vision beaucoup plus avant-gardiste. Mais la vision avant-gardiste, si on la pousse trop, c'est difficile à positionner. C'est clair. Alors, si on revient pour terminer sur cette expérience chez Snowflake, intéressant, parce que la première fois qu'on s'est parlé, tu m'avais décrit ça et j'avais trouvé ça passionnant. On va essayer de faire en plus condensé. Mais justement, tu avais commencé donc, tout seul. Ouais. Comment est-ce que tu as déployé cette stratégie? Comment tu t'y es pris? Comment tu as recruté les premiers sales? Ouais, écoute, c'était une superbe expérience. Ça a démarré. C'était toi qui étais allé les voir? Non, écoute, c'est eux qui sont venus te voir? Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quelqu'un que j'admire énormément, qui est John McMahon, qui est un des plus grands leaders mondial de sales, qui a écrit un bouquin fabuleux dont je pourrais te parler, qui était auparavant en fait un des patrons vente de BMC Software quand j'ai eu mes premières expériences de management. Alors j'étais très 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 jeune manager, très très impressionné par lui, mais globalement il m'a suivi, en fait, il a suivi ma carrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'ennuyais un peu dans ma précédente... Et tu l'avais contacté? Je m'ennuyais un peu dans ma précédente société. Je l'ai contacté. Et en fait, lui, il était au board d'un certain nombre de sociétés. Et il m'a dit, écoute, c'est bien, tu as fixé des choses, tu as fixé des problèmes, tu as pu permettre à des sociétés de croître. Par contre, ce que tu n'as pas, c'est une expérience de builder. Donc il faut que tu le fasses, parce qu'en fait c'est facile de raconter des histoires, mais c'est beaucoup plus difficile de l'écrire. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, toi hier je discutais avec un fondateur qui était passionnant, j'ai adoré, et en fait qui me disait justement ça, qu'il avait inventé un langage et qu'il y avait des gens qui du coup s'accréditaient l'invention de ce langage alors que c'est lui qui l'a fait. Et donc ça arrive tout le temps. Et en fait le truc c'est que rapidement quand tu rencontres des gens qui sont vraiment des builders, tu sais qu'ils sont builders. Et en fait j'avais pas ça. Et donc j'étais prêt à le faire. Mais il faut être prêt. C'est pas non plus. Enfin, les fondateurs de start-up le savent. C'est pas simple. Donc j'ai rencontré un certain nombre de sociétés et celle-ci m'a le plus plu. Elle était à San Mateo, à San Francisco. J'ai démarré ça fin 2016. Et donc t'es arrivé en leur disant les mecs, je vous montre votre truc en Europe? Écoute, ouais, ça a été un peu ça. En fait, ouais. Donc j'ai été introduit par John, qui était au bord de cette société, qui a dit, écoutez, allez voir. Il n'a pas aidé dans le process. Hein. Il m'a dit, tu te débrouilles maintenant. Toi de faire tes preuves. Donc en fait, j'étais en concurrence. Ouais, j'ai rencontré le CRO avec qui ça s'est très bien passé. J'ai rencontré la CMO. Denise Persson, qui est une femme extraordinaire, et plus le CEO. On a très bien fité. Et en fait, j'ai dit, ok, on démarre les activités. J'étais déjà basé à Londres. Alors, ce qu'il faut voir, si tu veux, c'est que c'était une société cloud. Donc en fait, au début, c'était aussi un alignement de planète. Le marché le plus porteur cloud en 2016, c'était l'Angleterre. Donc on a démarré les activités là. Au début, donc c'était, ils m'ont testé bien entendu sur un certain nombre de choses, mais j'étais assez
libre, entre guillemets. C'est-à-dire que globalement, quand les États-Unis se réveillaient, il était 3h de l'après-midi pour moi. Donc en fait, le reste de la journée, il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, mais ça s'est fait globalement de manière très autonome. Je pense que si tu demandes au CRO à l'époque, il disait Thibaut est assez self-service, quoi. Il sait ce qu'il a à faire. Donc du coup, ça a été de démarrer à Londres, commencer à recruter un premier sales, deux sales, dont un qui était plus senior, qui allait potentiellement gérer l'Angleterre, un avant-vente et un BDR qui allait faire du call-call. Donc on a démarré comme ça. Donc je venais à Paddington dans un tout petit bureau. Je me rappelle quand même que j'allais chez Ikea acheter les trucs et que je montais les meubles dans le bureau avec les plantes, etc. Je l'ai vécu. Et donc c'est une super expérience. Mais si tu veux, très rapidement, en fait, moi je cherchais un move disruptif vers le cloud, et en fait j'avais compris que Snowflake a été sur ce move là. Je te cache pas, je gérais auparavant 180 personnes dans une société américaine de logiciels. Je suis parti à être tout seul, tout le monde me disait que t'es complètement fou, mes parents pensaient que je vendais des glaces parce que Snowflake ça leur parlait pas forcément, et donc du coup on a démarré comme ça. Et en fait au début c'était passer énormément de temps à comprendre la technologie, et rapidement, en fait, c'était d'identifier quels allaient être les marchés. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a scalé de manière significative ? C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, j'ai fait des erreurs. Au départ, le fait qu'on soit cloud, le fait qu'on ait un entrepôt de données dans le cloud, c'était assez disruptif. Donc, on rencontrait beaucoup de clients. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, typiquement, on a rencontré des banques. Alors, je suis allé dans une banque à Londres, hyper chic. T'es arrivé, donc tu peux pas arriver. Ils m'ont dit qu'il fallait que je porte une cravate. Donc j'arrive. On avait rendez-vous avec le DSI à l'époque. Je ramène le CEO, le founder. On a préparé hyper bien le meeting. On fait le meeting et à l'issue, il dit merci. Maintenant, je sais ce qu'est un repos de données dans le cloud. À bientôt. Okay. Donc en fait, on a fait un meeting qu'on a préparé sans aucun follow-up. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en ai pas dormi la nuit. T'avais pas qualifié correctement le deal. J'avais qualifié, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut être honnête. Quand t'es au départ, quand t'as un meeting avec une des plus grandes banques anglaises, tu le prends. Donc, en fait, le truc, mais c'était peut-être un peu l'erreur. Et en fait, ce qu'on a fait après, c'est que j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, on s'est dit, j'ai rejoint, réuni les équipes, et on en a parlé. Et d'ailleurs, c'était aussi une réflexion qu'ils avaient aux États-Unis, de dire, OK, on arrête ça. Et maintenant, on va focuser sur les retailers et les sociétés technologiques qui sont déjà dans le cloud, et on va focuser sur une seule chose, qui est le remplacement d'une solution concurrente d'un grand hyperscaler américain, parce qu'on savait qu'on avait globalement des cas d'usage où systématiquement, dès qu'on était sur des entreprises qui étaient un peu significatives, on les battait en compétition. Et en fait, on n'a fait que ça pendant presque 1 an et demi. Donc, et du coup, ça a été un laser focus qui était hyper important d'avoir ça pour éviter d'être dispersé et d'aller partout sur le marché. Après, rapidement, si tu veux, j'avais en tête de démarrer la France et l'Allemagne. J'avais déjà des gens en tête pour démarrer ces activités-là, mais on l'a pas fait tout de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on a généré du pipe. Hier, j'étais avec une autre start-up et un mec génial, vachement d'ambition. Et donc, je lui ai expliqué qu'il ne faut pas non plus ouvrir des bureaux aux États-Unis, des bureaux à Paris, des bureaux en Allemagne, des bureaux à Stockholm et à Londres, si tu n'as pas un pipe significatif avant d'ouvrir. Parce que c'est risqué. Après, le truc, c'est que quand tu vas dans des pays qui sont très régulés en termes de ressources humaines, ou que tu dois recruter des gens, quand tu as recruté des gens, déjà tu en es responsable, et puis après si ça fonctionne pas, c'est très compliqué. Ouvrir une entité, c'est pas quelque chose qui est simple, même si c'est simplifié, c'est pas forcément la bonne solution. Donc en fait, on a systématiquement fait l'ouverture des pays avec de la génération de pipe et même des clients. Donc en fait, on ouvrait le pays quand on avait 5-6 clients. Après, on savait, si tu veux, qu'il y avait la France, l'Allemagne étaient de facto des pays dans lesquels on devait être. Mais il y a certains pays qu'on a fait peut-être un peu trop tôt. Donc voilà comment ça s'est fait. Et puis après, on a signé une société qui s'appelle Deliveroo et qui a été la première société très significative. À tel point que le CTO a une keynote d'Amazon, et donc Amazon n'était pas forcément préparé à ça, a parlé de Snowflake devant tout le monde, et en fait c'est ça qui a fait que derrière ça a commencé. Génial. On a utilisé cette histoire et on a répliqué et on l'a fait sur 14 pays. Bravo.
J'applaudis. Super. Bon, on va parler d'Atomico maintenant. Alors, Atomico t'a contacté. Tu les as rejoints d'abord comme Executive in Residence, c'est ça. Tu vas nous expliquer justement quel est ce rôle de ces sortes de operating partner, je pense. Donc maintenant, tu es partner chez Atomico. Et j'aimerais juste savoir, typiquement, comment toi, tu accompagnes au quotidien. Donc d'abord, Atomico, qu'est-ce que c'est et comment ton quotidien, en fait? Ouais, écoute, alors Executive in Residence, moi je t'avoue, j'ai découvert le titre, parce qu'en fait, je suis pas très quelqu'un, je suis plus à poursuivre des opportunités que des titles, tu vois, donc ça m'intéresse pas forcément d'avoir un titre particulier, mais c'est très normé. Et en fait, effectivement, chez les venture capitalistes, t'as Executive in Residence, en général, c'est des gens qui ont eu un profil opérationnel, et qui derrière viennent travailler pour des venture capitalistes pour une période limitée de temps. De temps en temps, c'est entre deux jobs, mais globalement, ça permet de tester. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que globalement, après Snowflake, quand j'ai quitté, j'ai rencontré un certain nombre de VC américains, européens, et c'est Atomico, et on pourrait y revenir, qui m'a le plus séduit, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et pourquoi on peut y revenir tout de suite? Ouais, écoute, non, je vais te dire très simplement, parce que je pense que moi j'ai pas un profil d'advisor ni de consultant. Ce que je voulais, c'est que j'étais quand même très terrain. J'ai accompagné sur le field, et en fait tout ce que fait Atomico est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de fausses promesses. Le problème, c'est que moi j'ai vécu, en étant dans les startups auparavant, beaucoup de promesses de venture capitalistes qui vont te dire on va vous aider énormément, et puis après globalement ils n'ont pas forcément l'expérience, donc ils peuvent faire un peu du name dropping. Moi je me rappelle de grands VC américains qui m'avaient introduit auprès de Royal Bank of Scotland ou de BNP Paribas, et en fait c'était des contacts qui n'étaient pas forcément très qualifiés et en fait qui m'ont servi à rien. Donc en fait le support, alors que si j'avais eu quelqu'un qui m'aide au jour le jour sur mes activités, là j'aurais eu forcément beaucoup plus d'aide. Et en fait c'est comme ça que le fonds a été créé. Déjà, ça a été créé par un fondateur qui est un ancien CEO et fondateur de start-up, parce que c'est Niklas Zenström qui était le CEO de Skype. Et lui, il a créé le fonds avec cette idée de dire on va faire un fonds de fondateurs, mais géré par des fondateurs. Et donc en fait, tous les gens qui sont en équipe de support, au-delà de l'équipe d'investissement, ont des profils de builders. Et donc du coup, ça apporte forcément de la crédibilité. Et ça, j'ai senti que c'était très vrai. J'ai tout de suite dit à Niklas et au reste des équipes que j'avais rencontré, je veux bien faire ce rôle, mais je veux vraiment les aider. Je n'ai pas envie d'être à quelqu'un qui va dire you should, you could, you can, comme peuvent faire certains advisors qui ont pas envie de mettre les mains dedans, donc, pour faire simple, et vraiment d'aider les équipes, être sur le field, et être capable de les aider vraiment sur leur activité au jour le jour. Donc c'est ça qui m'a séduit. Il m'a complètement laissé libre. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit écoute, et le reste des équipes qui m'ont dit tu choisis le modèle, on veut que tu travailles avec nous. Et donc j'ai commencé comme ça, Executive in Residence, 2 jours et demi par semaine. J'étais pas sûr, parce que le monde venture capitaliste, il est très différent d'un monde opérationnel. Avant, je gérais toutes les équipes. J'étais dans l'équipe maintenant, je rentre dans un monde d'investissement que je connaissais pas bien. Donc je voulais aussi tester. J'ai fait ça. Bon, le truc, c'est que j'ai été très vite aspiré, parce que j'aime travailler. Et donc du coup... J'en ai un peu marre de promener mon chien dans les parcs de Londres. Et globalement, ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai été recruté comme partner. Et donc, maintenant, je lead toutes les problématiques go-to-market et sales pour Atomico. Alors, ça veut dire quoi, tu lead peut-être concrètement les scale-up à gérer leur croissance sur tous ces sujets-là? Tu fais exactement ce que tu nous as décrit en fait en première partie. Écoute, oui, c'est simple. En fait, aujourd'hui, j'aide sur 3 principales activités. La première, c'est sales hiring. Donc en fait, le recrutement des équipes commerciales. Donc ça peut être à la fois le recrutement d'un CRO, le recrutement d'un VP Sales. Donc en fait, tu as des startups qui commencent à croître, qui ont 3, 4, 5, 6 sales et qui se disent il va falloir un leader pour les ventes. Donc, ayant interviewé presque 400 personnes dans les 6-7 dernières années, si tu veux, le truc, c'est que hier, je discutais aussi avec un autre fondateur. Un fondateur tech, très rapidement, quand il discute avec un autre tech, il comprend si la personne est crédible ou pas. Mais en fait, sur la partie sales, c'est la même chose. Si tu veux, il y a des traits de caractère, il y a une expérience, il y a une consistance dans la manière dont la carrière a été faite.
qui est facile à évaluer si tu as cette expérience. Donc sur le sales, le recrutement sales, je suis extrêmement impliqué. Donc là, ça veut dire que quasiment tous les VP sales CRO passent un entretien avec moi. Donc en fait, et là derrière, j'ai disqualifié pas mal de gens. Donc en fait, pourquoi ? Parce sur le grill. Alors qui étaient prêts à être recrutés par les startups, mais il n'y a rien de personnel par rapport à ça, mais c'est qu'en fait, c'était pas forcément les bonnes personnes. Tu vois, souvent, c'est très difficile, parce que quand tu es fondateur, sur la partie vente, c'est quelque chose, souvent, tu sais pas exactement. Oui, tu sais pas comment tu vas. Aussi, hein. Tu peux vite être biaisé, tu sais pas comment tu vas les compenser, et donc tu peux te faire avoir. Donc ça, c'est sur cette partie sales hiring. Et donc là, j'ai disqualifié des gens, mais j'ai aussi aidé à recruter des gens qui sont maintenant, je pense, excellents et qui vont aider les startups. Et en fait, ça, d'aider, si tu veux, d'être capable de qualifier, d'avoir vraiment des gens qui ont un track record qui est prouvé, qui vont travailler avec moi après, parce qu'en fait, je coach aussi les VP Sales et CRO, ça a un impact important. Le deuxième aspect, c'est toutes les exécutions commerciales. Ça passe sur le message, ça passe sur l'accompagnement sur le modèle de pricing. J'ai revu peut-être 6-7 modèles de pricing avec des sociétés différentes. Pourquoi ? Parce qu'au début, ils peuvent avoir en se disant, tiens, je vais faire une licence entreprise ou je vais faire je vais faire ça par utilisateur. C'est pas très scalable. Donc je leur donne des idées. Après, c'est est-ce que je fais un modèle de vente direct ? Est-ce que je fais un modèle de vente indirect ? La création de partenaires. Et puis après, quand je commence à croître, c'est comment je mets de la consistance sur la génération de pipe, comment je travaille avec mon équipe marketing, comment je qualifie mes opportunités, ce que je te disais tout à l'heure, comment je forecast. Tu vois, le truc, c'est combien de sociétés je rencontre qui me disent, voilà, ça c'est la target. Je dis, mais comment vous avez fait comment t'as construit la target ? Il me dit, c'est un peu finger in the air, parce qu'en fait tu sais pas au départ, tu sais pas trop. Oui. Et donc du coup, c'est de l'accompagnement là-dessus pour les aider à structurer cette partie-là. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est sales management. Donc là, c'est vraiment comment des nouveaux. Parce que si tu veux, tu vas pas avoir un CRO qui gérait, 500 ou 600 personnes pour une start-up qui a 20 personnes. Donc c'est pas quelque chose qui arrive. La difficulté qu'ils ont, c'est de trouver effectivement des profils qui vont aussi croître avec l'entreprise. Ouais. Donc là, il faut être capable aussi de détecter des talents et derrière de les aider. Et donc derrière, sur le rythme opérationnel qu'ils vont avoir, sur comment ils doivent gérer leur one-to-one avec leur équipe commerciale, quels sont les indicateurs de performance, on en parlait tout à l'heure, qu'il faut mettre en place, comment tu gères de la comptabilité, tu vois, il y a un côté générationnel d'entitlement assez important, donc c'est un autre sujet peut-être, mais comment tu gères ça pour que les gens se sentent beaucoup plus responsables. Le Covid n'a pas aidé parce que t'as des gens qui peuvent être à distance, donc gérer une équipe, une culture commerciale quand tu as une société qui est 100% remote, tout ça c'est des sujets sur lesquels j'accompagne les fondateurs et les VP Sales main dans la main là-dessus. C'est hyper intéressant. En fait, j'ai plein d'autres questions. Je suis hyper pressée parce qu'on va limiter quand même le temps. Mais tu parlais du mix prix-produit qui évolue en fait aussi en fonction de la boîte, des différents marchés, éventuellement des géographies. Comment tu les aides à définir et faire évoluer encore une fois ce mix prix-produit ? C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi ? Alors déjà, ça dépend des business. C'est vrai que j'ai tendance maintenant à parler, parce que c'est de plus en plus utilisé, un modèle de consommation ou un modèle à l'usage. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, et pour nos amis de start-up, c'est que les investisseurs aiment ça. Un modèle à l'usage, ça veut dire que tu vends, les gens consomment ton service, s'ils sont satisfaits, ils le renouvellent, et en fait, tout ce qui est incrémental vient en plus, et donc plus ils utilisent, plus ta société va croître. Le problème, c'est que de temps en temps, tu as des sociétés qui vont se dire je vais faire un paiement à l'utilisateur. Ou alors, je suis open source, et comment je vais monétiser mon activité. Donc ça, c'est tout un tas de discussions que j'ai là-dessus. Je dis pas que toutes les sociétés doivent passer en modèle à usage, mais il faut toujours avoir en tête, quand tu es une start-up, de te dire comment je vais avoir un modèle qui est scalable. Et parce qu'en fait, tes investisseurs, et demain le marché te reconnaîtra si ton activité est capable de croître. Si tu t'enfermes sur des choses, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un marché qui est quand même beaucoup plus tendu, il y a beaucoup moins de recrutement, donc si tu fais qu'à l'utilisateur, potentiellement, tu vas pas forcément
croître. Super. Un des derniers volets que je voulais approfondir avec toi, mais on va faire rapidement, c'est tout ce qui est productivité et amélioration de l'efficacité opérationnelle. Parce que bon, voilà, moi aussi j'ai travaillé dans des boîtes plus ou moins grandes et c'était quand même toujours souvent le problème, c'est de faire en sorte que les process soient quand même régulièrement revus et adaptés encore une fois aux équipes, à la boîte, aux produits, enfin voilà, continuellement revus. Est-ce que tu accompagnes aussi sur ce volet-là et comment est-ce que, si tu pouvais nous donner des petits conseils sur des éléments critiques qu'il faut toujours avoir en tête? Oui, bien sûr. Écoute, ce qui est très important, et j'en parlais parce que j'ai organisé, on a organisé là pour la première fois un GTM bootcamp pour les sociétés du portfolio. Il y avait 18 sociétés différentes, trentaine de personnes, des CRO, des VP Sales et des founders. Donc des founders de seed, récemment série A, jusqu'à des sociétés qui sont prêtes à aller publiques. Donc il y avait vraiment un panel assez large. Et l'idée, c'était d'être capable de les former sur un certain nombre de choses. Donc j'ai fait venir en fait des gens externes. Il y avait un sujet qui était par exemple comment développer une winning culture sales. La deuxième, c'était comment faire un sales business plan que tu es capable de présenter à ton board. Après, il y avait quelqu'un qui a fait un track sur comment recruter des talents commerciaux et comment les développer. Et après, moi, j'ai fait tout un tas de tracks sur la manière dont il faut forecaster, qualifier et développer les équipes. Pourquoi je te parle de ça ? C'est que tout le mantra de ça, c'est la consistency. Donc, il faut être consistant sur la manière dont tu fais les choses. Ce qui est très important, c'est d'être présent. C'est-à-dire que les équipes ventes, quand elles viennent pour gagner de l'argent, mais elles viennent aussi pour apprendre. Donc, en fait, il faut toujours être dans un modèle d'apprentissage. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter ? Ce qui est très important, c'est la consistance sur la manière, quand tu dis que tu veux faire... parce que souvent, aujourd'hui, j'ai beaucoup de discussions sur OK, je veux faire plus de pipe. Et on a du mal à avoir du pipe et on a moins de pipe qu'avant, parce que forcément, le marché étant plus difficile. Mais en fait, la réponse à ça, c'est la consistance. C'est-à-dire que si tu ne t'organises pas chaque semaine avec un jour dédié sur lequel toutes les équipes sont là et que toi, en tant que leader, tu montres l'exemple, tu es là le matin, tu commences l'activité, le soir tu fais un wrap-up et tu gardes cette consistance. En fait, ça c'est vrai sur tout. C'est vrai sur les one-to-one que tu as avec ton équipe. C'est vrai avec les business reviews que tu fais par trimestre. La grosse différence, c'est la consistance que tu es capable d'avoir. Et c'est très difficile quand tu es une startup parce que tu as beaucoup de choses en parallèle à gérer. Discipline. Bon Thibaut, dernière question pour conclure. J'étais intéressée de savoir si tout ce savoir que tu nous décris, qui est absolument passionnant, tu le mets également au service d'Atomico. Dans sa façon d'approcher ses LPs, dans les discussions avec les startups, et de quelle manière ? Ouais, bah écoute, j'ai exactement eu cette discussion avec Nicolas et le reste des équipes en disant, écoute, parce que c'est deux mondes qui sont très différents. Mais après, au final, t'es un investisseur, tu dois convaincre une start-up, t'es sur des modèles qui sont extrêmement compétitifs, sur lesquels, globalement, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de gens qui sont très éduqués et qui connaissent très très bien leur marché, mais au final, tu dois quand même vendre. Et donc, oui, je passe du temps avec les équipes d'investissement pour les aider justement, par exemple, à construire des champions dans les organisations, pour les aider à bien comprendre ce que les startups attendent, quel est le problème qu'ils ont actuellement. Et donc, je passe du temps là-dessus et je coach aussi certains profils d'investisseurs plus juniors sur justement la manière dont ils doivent aborder les relations avec des startups. C'est pas pareil de parler à une startup qui est juste seed et une société qui va lever une série E, et donc adapter aussi le talk track. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait, ouais, tout à fait. Super. Donc tu rédiges bientôt un livre ? Non. Tu devrais. Non, je sais pas si j'ai le talent pour ça. Non, Bon alors justement, super transition. Quel livre pourrais-tu nous recommander ou Écoute, livre, je te parlais tout à l'heure de John McMahon. Je pense que c'est très orienté sales, mais c'est vraiment très bien. Ça s'appelle The Qualified Sales Leader, donc qui a été écrit par John. Tout ce qu'il raconte est vrai, je le sais parce qu'il y a beaucoup de, et c'est lui, on sent très bien que c'est lui qui l'a écrit. Et alors, ce qui est très agréable par rapport au livre business, parce que c'est souvent un peu boring. Il y en a qui sont très intéressants, mais je suis désolé, il y a des trucs qui sont un peu. Tu cales à la 10e page. Tu cales à la 10e page où c'est très checklist, mais en fait, il le raconte comme une histoire. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on a l'impression de lire un roman, mais au final, c'est tous les fondamentaux qu'un sales leader doit avoir. Je recommande vivement ce livre de John McMahon, le Qualified Sales Leader. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Et bon retour à Londres. Merci. Salut. À bientôt.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!